Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast présente les pensées philosophiques de Diderot, publiées en 1746. À savoir qu'en 1746, le privilège du roi est accordé à l'Encyclopédie, aventure dont Diderot est partie prenante. Quelques mois plus tard, paraissent les pensées philosophiques qui provoquent l'ire du Parlement de Paris, et l'on soupçonne à juste titre Diderot d'en être l'auteur. Dans le volume scandaleux, le philosophe s'attache à explorer les voies d'une morale qui se passerait de religion. Il prône la raison et la libre pensée. Réédité au moins 2 fois, malgré l'interdiction, les pensées philosophiques sont l'un des livres les plus importants du XVIIIe siècle. Les pensées philosophiques, publiées par un quasi-inconnu, affichent dès leur titre la volonté de répondre à Pascal et de proposer à la philosophie nouvelle un équivalent des pensées. Elles ne craignent pas de s'ouvrir sur ces mots « j'écris de Dieu » et de récuser dès la première pensée toute une tradition de mortification. On déclame sans fin contre les passions, on leur impute toutes les peines de l'homme et l'on oublie qu'elles sont aussi la source de tous ses plaisirs. Diderot poursuit: il n'y a que les passions et les grandes passions qui puissent élever l'âme aux grandes choses. Il en tire comme conséquence, les passions sobres font les hommes communs, et les passions amorties dégradent les hommes extraordinaires. Après avoir chanté les ressources des passions qui fournissent à l'homme son potentiel énergétique, il dénonce les illusions et les impostures de la religion. Seule la raison permet de déterminer une conduite et le scepticisme de fonder la tolérance. Des arguments divergents en faveur de l'athéisme, du déisme et du christianisme ne sont que des variations autour de ce portrait de l'homme des Lumières comme être de raison et de passion. L'ouvrage est anonyme et porte une adresse fictive, la Haye, c'est-à-dire un faux lieu d'édition, ainsi qu'un éditeur fictif aux dépens de la compagnie, afin d'échapper à d'éventuelles poursuites judiciaires. En réalité, les pensées ont été publiées à Paris par le libraire Laurent Durand, 1712-1763. Dans ce premier texte personnel, Diderot critique les dévots, leurs préjugés religieux, leurs superstitions, plus injurieuses à Dieu que l'athéisme, et leur fanatisme. Il expose ensuite les 3 positions philosophiques relatives à l'existence de Dieu: l'athéisme, le scepticisme et le déisme. Naturellement, cette attaque contre la religion établie fit scandale, ce que Diderot avait bien entendu anticiper. Je connais les dévots, ils sont prompts à prendre l'alarme. S'ils jugent une fois que cet écrit contient quelque chose de contraire à leurs idées, je m'attends à toutes les calomnies qu'ils ont répandues sur le compte de 1000 gens qui valaient mieux que moi. Si je ne suis qu'un déiste et qu'un scélérat, j'en serai quitte à bon marché. En 1746, le livre est condamné par un arrêt du Parlement de Paris en même temps que l'Histoire naturelle de l'âme de Julien Auffray de la Métrie, 1709-1751. L'arrêt reproche notamment aux pensées philosophiques de présenter aux esprits inquiets et téméraires le venin des opinions les plus criminelles et les plus absurdes dont la dépravation de la raison humaine soit capable, et par une incertitude affectée place toutes les religions presque au même rang, pour finir par n'en reconnaître aucune. En 1763, Diderot prolonge les pensées avec une addition. D'abord diffusée dans la correspondance littéraire, philosophique et critique de Friedrich Grimm, 1723-1807, le texte est publié par Jacques-André Naigeon, 1738-1810, en 1770 dans le recueil philosophique ou mélangique ou mélange de pièces sur la religion et la morale sous le titre de Pensées sur la religion. Naigeon republie le texte en 1792 dans l'Encyclopédie méthodique. Philosophie ancienne et moderne sous le titre « Objections diverses contre les écrits de différents théologiens pour servir de suite aux pensées philosophiques ». Dans un préambule, Diderot précise la nature de ce texte.
Il m'est tombé entre les mains un petit ouvrage fort rare intitulé Objections diverses contre les récits de différents théologiens. Élagué et écrit avec un peu de chaleur, ce serait une assez bonne suite des pensées philosophiques. Plus encore que les pensées, l'addition est une critique radicale aux accents voltairiens de l'absurdité et de la cruauté de la religion. Voilà ce que je pense du dogme chrétien. Je ne dirais qu'un mot de sa morale. C'est que, pour un catholique père de famille, convaincu qu'il faut pratiquer à la lettre les maximes de l'Évangile, sous peine de ce qu'on appelle l'enfer, attendu l'extrême difficulté d'atteindre à ce degré de perfection que la faiblesse humaine ne comporte point, je ne vois d'autre parti que de prendre son enfant par un pied et que de l'écacher contre la terre, ou que de l'étouffer en naissant. Par cette action, il le sauve du péril de la damnation et lui assure une félicité éternelle. Et je soutiens que cette action, loin d'être criminelle, doit passer pour infiniment louable puisqu'elle est fondée sur le motif de l'amour paternel qui exige que tout bon père fasse pour ses enfants tout le bien possible. On connaît mal encore ces années où Diderot a produit sans signer et rompu sa plume à tous les styles. Certains chercheurs ont cru deviner son style dans des chroniques anonymes. On sait du moins avec certitude qu'il se consacre à de grandes traductions de l'anglais. L'histoire de la Grèce de Temple Stanian, 1743, en 3 volumes, le Dictionnaire universel de médecine de Robert James, 1745 et 1748, en 6 volumes traduits en français par Diderot, Eydous et Toussaint. Enfin, l'essai sur le mérite et la vertu de Shafter, 1745. Les traducteurs n'ont pas, au XVIIIe siècle, les scrupules qu'ils manifestent aujourd'hui. Ils n'hésitent pas à transformer l'original qu'ils s'estiment chargés d'adapter au goût français. Lorsqu'un texte est idéologiquement aussi délicat que celui de Shaftesbury, ils s'accordent également le droit de le transformer dans le sens de l'orthodoxie. Diderot édulcore ainsi parfois ce qui risquerait d'effaroucher les censeurs royaux, quitte à laisser ailleurs des formules qui disent indirectement la même chose. Sa marge de liberté par rapport à l'original s'élargit encore grâce aux notes personnelles qu'il ajoute pour souligner un argument, glisser une nuance. Il y assume personnellement la critique des religions révélées, une conception de la nature comme un grand tout dynamique qui risque de rendre inutile l'hypothèse d'un Dieu créateur, le goût, enfin, de l'héroïsme. C'est dire que, dans son adaptation de Shaftesbury, Diderot s'affirme déjà et pleinement comme philosophe. De ses débuts comme traducteur, il conservera tout au long de sa carrière une conception de la philosophie comme discussion, comme échange d'arguments sans cesse relancés, mais que ce dialogue ait lieu avec d'autres philosophes, avec soi-même ou avec le lecteur. Au traité, il préfère donc des genres moins strictement définis, les observations et les réfutations, le dialogue d'idées proprement dit, les pensées et les fragments. À la connaissance d'une nature dont la fécondité n'apparaît aux hommes que de manière incomplète, correspond une expression philosophique qui fait le choix de la discontinuité, de l'ouverture. Les pensées philosophiques et les pensées sur l'interprétation de la nature, publiées respectivement en 1746 et en 1753, se présentent comme une suite de réflexions et de propositions. La promenade du sceptique, ou les allées, rédigée avant 1749 et restée manuscrite jusqu'en 1831, relève du dialogue d'idées. Les 2 lettres sur les aveugles et sur les sourds et muets, publiées en 1749 et 1751, constituent des interventions philosophiques qui miment le dialogue avec un correspondant et avancent des hypothèses théoriques. Dès leur parution, les pensées philosophiques sont condamnées à être brûlées par arrêt du Parlement de Paris,
tandis que 3 ans plus tard, la lettre sur les aveugles envoie son auteur au donjon de Vincennes, par lettre de cachet. Diderot, qui y séjourne plus de 3 mois, a le temps de réfléchir à la liberté de pensée et d'expression qui peut être la sienne dans la France du temps. Ainsi, la complexité d'une pensée qui se cherche se redouble des jeux de prudence et d'autocensure, destinés à tourner une répression bien réelle et vigilante. Les commentateurs sont parfois divisés pour interpréter ces œuvres, les uns insistant sur l'unité d'une philosophie qui se détache rapidement de toute religion, les autres restant plus sensibles à l'évolution de Diderot, à la maturation de son esprit, qui se serait d'abord reconnu dans le déisme de Shaftesbury et dans une religion naturelle. L'essentiel est sans doute moins dans l'interprétation de chaque fragment en particulier, qui pourrait être rapporté à une position philosophique répertoriée, que dans le dynamisme d'une recherche qui rejette la révélation et la tradition, mais continue à postuler une vérité objective. Diderot insiste tantôt sur la relativité de toute connaissance, tantôt sur l'objectivité du savoir que la raison et l'expérience peuvent construire. Il part du mécanisme cartésien qui, prolongé au-delà de la volonté de Descartes, permet de se passer du créateur, et lui associe ou lui substitue les nouvelles connaissances chimiques et physiologiques qui transforment la grande machine de la nature en un organisme en devenir permanent. La question de la création et de l'origine est ainsi dépassée par l'idée d'une inépuisable fécondité de la matière, la question de l'ordre et de la finalité dépassée par l'hypothèse de tâtonnement et d'une adaptation progressive des corps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.